Bonjour à tous, moi je suis Juan Manuel Alvarez et je suis avec Rodrigue Nank. On est deux élèves en L3 du double diplôme de physico-chimie moléculaire à Paris-Saclay, le parcours FJC. Aujourd'hui, on a affaire à Madame Loubaro. On va lui faire une interview par rapport à un article qu'elle a publié il y a quelques années parlant sur le domaine de la spectroscopie ultra rapide. Bonjour Madame Barrault. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours académique? Oui, alors moi je suis enseignante-chercheuse à l'ISMO depuis 2020, ici à l'Université Paris-Saclay. Et avant ça, j'avais suivi donc une licence de chimie à l'ENS Cachan à l'époque, qui s'appelle maintenant l'ENS Paris-Saclay, et à l'Université d'Orsay, qui est maintenant l'Université Paris-Saclay. En Master 2, j'ai choisi de me spécialiser plutôt dans la chimie physique. Donc, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'interaction lumière-matière et la spectroscopie. Et en particulier, donc en M2, j'ai choisi de m'intéresser plutôt à l'étude des processus extrêmement rapides dans les atomes et dans les molécules. Et j'ai donc décidé de faire une thèse au laboratoire Lidl au CEA Saclay, où j'ai produit et utilisé des impulsions de lumière de durée attoseconde. Donc une attoseconde, c'est 10 puissance moins 18 secondes. Ce sont les impulsions de lumière les plus brèves qu'on puisse produire actuellement et qui permettent donc d'observer des phénomènes, les phénomènes les plus rapides qui sont les dynamiques des électrons. Donc pendant ma thèse, j'ai généré ces impulsions attosecondes ultra brèves. Je les ai utilisées dans des expériences de photoionisation résolue en temps. Et ensuite, à l'issue de ma thèse, je voulais plutôt utiliser cette spectroscopie attoseconde, mais revenir un petit peu vers la chimie, qui était mon domaine de mes études enfin, du début de mes études. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller faire un post-doctorat au département de chimie à l'Université de Californie à Berkeley, en particulier dans les groupes de Steve Leone et de Daniel Newmark, où dans ces groupes de recherche, les impulsions attosecondes sont utilisées pour faire de la spectroscopie ultra rapide dans des molécules, donc pour observer des dynamiques vraiment moléculaires avec une résolution temporelle extrême. Et je suis restée à Berkeley jusqu'à la fin de l'année 2020 où je suis arrivée ici à Orsay. Et les travaux dont on va parler aujourd'hui sont des travaux qui ont été réalisés justement quand j'étais en postdoctorat à l'Université de Californie à Berkeley. Alors, justement, revenons vers cette étude dont nous allons discuter tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus, nous clarifier quel était votre rôle dans cette équipe de recherche? Alors, en effet, donc comme vous pouvez le voir à ma position dans la liste d'auteurs, donc plutôt au milieu, c'est pas moi qui ai directement réalisé les expériences. C'est donc la première autrice Christina Cheng, qui était étudiante en thèse dans le groupe qui a réalisé toutes les expériences. Moi, là où j'étais impliquée, c'était dans l'interprétation des résultats et dans l'écriture et la relecture du manuscrit. À Berkeley, je travaillais sur une expérience similaire à celle qui est utilisée dans cet article, mais qui était dans la pièce d'à côté. Merci donc pour cette clarification. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le montage utilisé que vous avez utilisé dans l'article? Bien sûr, alors je vous ai préparé des petites diapositives, je vais partager mon écran. Ok. Alors, dans cette expérience, on a utilisé une technique expérimentale qui s'appelle l'absorption transitoire XUV femtoseconde ou attoseconde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'absorption transitoire? En fait, l'absorption transitoire, ça consiste à mesurer le spectre d'absorption d'une molécule euh, à différents instants. Donc, c'est une technique qui utilise deux impulsions. Une première impulsion qui va exciter la molécule dans un état électronique, un état qu'on souhaite étudier. Et ensuite, on va envoyer une deuxième impulsion et on va mesurer le spectre d'absorption de la deuxième impulsion en fonction du retard entre l'impulsion qu'on appelle de pompe et la deuxième impulsion qui est l'impulsion de sonde. Donc c'est une technique qui existe dans tous les domaines du spectre électromagnétique,
peut avoir de l'absorption transitoire dans l'infrarouge, auquel cas on va mesurer le spectre d'infrarouge d'une molécule qu'on aura excitée par une première impulsion. Dans l'infrarouge, on va être plutôt sensible à la structure de la molécule. Donc, vous savez que dans le domaine infrarouge, on a des bandes d'absorption qui dépendent de la vibration des molécules. Donc, c'est un type de spectroscopie qui va être plutôt sensible à la structure des molécules. On peut aussi faire ce type de spectroscopie dans le domaine visible. Dans ce cas-là, on mesure le spectre d'absorption dans le visible d'une molécule en fonction du délai entre euh, l'impulsion visible et une impulsion de pompe. Dans le domaine du visible, là, l'absorption va être sensible plutôt aux états électroniques de la molécule. Donc là, on n'est pas trop sensible à la structure, mais on va être plutôt sensible aux états électroniques. Et en fait, dans le domaine de l'extrême ultraviolet, donc l'extrême ultraviolet, c'est cette partie là du spectre du rayonnement électromagnétique qui se trouve entre 100 nanomètres et 10 nanomètres de longueur d'onde, ou bien l'unité qu'on utilise généralement, c'est plutôt les électronvolts dans cette gamme d'énergie, donc entre 10 et 100 électronvolts. Et donc, dans cette gamme d'énergie, les transitions qui sont mises en jeu, ce sont des transitions des électrons de cœur des molécules. Donc, ce n'est pas les électrons de valence comme dans le domaine visible, ce n'est pas les vibrations comme dans le domaine infrarouge, mais ça va être des transitions qui mettent en jeu les électrons de cœur. Et en fait, ce type de spectroscopie, même en oubliant l'aspect résolu en temps, eh bien, c'est une spectroscopie qui va être sensible à la fois aux états électroniques de la molécule, mais également à la structure de la molécule, parce qu'en fait, le spectre d'absorption, quand on met en jeu les niveaux de Kerr, les raies d'absorption sont très sensibles à la structure de la molécule. Donc on a un petit peu les deux avantages de la spectroscopie infrarouge et de la spectroscopie visible, puisqu'on va avoir une sensibilité à la fois aux états électroniques et à la structure. Et on a un autre avantage quand on travaille dans le domaine de l'extrême ultraviolet, c'est que c'est là qu'on peut avoir les impulsions de lumière qui sont les plus courtes possibles. Puisque à cause de la relation de Fourier entre la largeur spectrale d'une impulsion et la largeur temporelle d'une impulsion, si on veut une impulsion qui soit la plus courte possible dans le domaine temporel, une condition nécessaire, non suffisante, mais une condition nécessaire, c'est que son spectre soit extrêmement large. Donc, pour donner des ordres de grandeur, si on veut une impulsion qui soit de 100 attosecondes dans le domaine temporel, donc 0,1 femtoseconde, eh bien, dans le domaine spectral, il faut qu'elle fasse 18 électronvolts de large. Et donc, vous voyez bien que comme le domaine du visible, ça fait que 1,5 électronvolts de large, eh bien, c'est pas possible d'avoir des impulsions d'une durée attoseconde si on reste dans le domaine du visible. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser le domaine de l'extrême ultraviolet. Sinon, le montage expérimental, il ressemble très fortement à ce que vous pouvez faire en TP. Alors, pas exactement, mais à ce que vous pouvez faire en TP quand vous mesurez le spectre d'absorption d'une solution, par exemple dans l'UV visible, puisque on va avoir une cellule qui contient l'échantillon. Donc, dans le cas de l'article qu'on est en train de discuter, l'échantillon, c'est une molécule qui est en phase gazeuse. Donc, les molécules qui sont là, ce sont des molécules qui sont liquides à température ambiante, mais qui ont une pression de vapeur saturante qui est élevée. Donc, on les met dans un flacon qu'on connecte à la cellule et simplement, avec la pression de vapeur saturante de la molécule, ça remplit la cellule de gaz. La cellule, il faut imaginer ça comme un petit cylindre avec un trou en haut pour que le laser puisse passer, un cylindre de à peu près 1 cm de diamètre et de peut-être 2-3 cm de haut, donc qui est rempli de gaz de la molécule. Et puis, on envoie le rayonnement XUV, donc à un spectre qui est très large. On voit ici une partie du spectre de l'impulsion qui est envoyée. Donc, on envoie la lumière, ça traverse la cellule, on a un réseau qui disperse la lumière et le spectre est imagé sur une caméra. Donc, c'est exactement de la même façon qu'un spectromètre UV visible de TP. Simplement, la lumière ici est différente. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une première impulsion de pompe. Donc ici, c'est une impulsion qui se trouve dans l'ultraviolet, autour de 277 nanomètres.
dans l'échantillon, qui va exciter les molécules dans l'état électronique qu'on souhaite étudier. Et puis, un certain temps plus tard, on va envoyer l'impulsion XUV. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier ce retard entre les deux impulsions. Et ça nous permet de mesurer le spectre d'absorption de la molécule en fonction du retard entre les deux impulsions. Alors, ça, c'est la partie qui est similaire à un spectromètre UV visible d'ETP. La partie qui est différente, c'est que euh, le rayonnement XUV dans ce domaine d'énergie, c'est absorbé par l'air. Donc, tout ça, en fait, ça se passe dans des enceintes qui sont sous vide, une pression de l'ordre de 10-5, 10-6 millibars. Et évidemment, les impulsions XUV, elles ne sont pas produites par une lampe, comme dans un spectromètre d'ETP, mais elles sont produites ici par génération d'harmoniques d'ordre élevé, qui est un processus qui permet, à partir d'un laser femtoseconde, de produire un rayonnement avec cette grande largeur spectrale dans l'XUV et avec, ici, je vous ai mis les durées d'impulsion qui sont utilisées dans l'étude. Donc des durées d'impulsion ici de 170 attosecondes, donc c'est extrêmement bref. Ok, donc merci de nous avoir un peu expliqué votre montage expérimental, mais est-ce que vous pouvez préciser justement de cet aspect de nouveauté, donc de cette manip, de ce montage expérimental, qui vous a donc permis d'accéder à l'étude de la dynamique des molécules aux intersections coniques? Oui, alors ce qui a permis de pouvoir observer ce qui se passe aux intersections coniques dans les molécules qui sont ici, eh bien en fait ça va être la durée extrêmement brève des impulsions. Donc ici, l'impulsion de sonde, on en a discuté déjà, mais qui est vraiment extrêmement brève, donc de 170 attosecondes. Et également l'impulsion de pompe qui est elle-même extrêmement brève aussi, donc de durée de 50 femtosecondes. Et donc ça fait qu'en combinant les deux impulsions, on va avoir une résolution temporelle qui va être de l'ordre de 50 femtosecondes et qui va permettre de pouvoir observer des choses extrêmement rapides qui ne sont pas possibles qui n'est pas possible de voir si on a des impulsions qui sont plus longues. Et également, c'est possible d'observer cela grâce à l'utilisation de la spectroscopie XUV, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sensible à la fois à la structure de la molécule et également aux états électroniques qui sont mis en jeu. Donc, merci beaucoup de votre réponse. Et maintenant, passons un petit peu à parler des molécules que vous avez étudiées. Donc, dans l'article, vous dites que vous avez étudié des systèmes iodo-alcanes. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui a guidé ce choix de système? Alors, effectivement, comme on peut le voir ici, les molécules qui ont été étudiées dans cet article, c'est le 2-iodopropane et le 2-iodo-2-méthylpropane, donc 2 iodoalcanes. Alors, en fait, ces molécules Euh, ce- euh, c'est vraiment un système de référence pour la spectroscopie ultra rapide. Donc, elles ont été beaucoup étudiées depuis les années 60-70. Donc, il y a énormément de littérature sur ces systèmes, à la fois de la spectroscopie non résolue en temps, mais aussi de la spectroscopie résolue en temps. Il y a aussi énormément de calculs qui ont été effectués sur ces systèmes. Donc, ils sont très bien connus. Et donc, quand on souhaite développer une nouvelle technique de spectroscopie, ce qui était le cas ici, et de démontrer ses performances, eh bien, c'est un système, ce sont des systèmes de choix, puisqu'il y a énormément de littérature dessus. Par ailleurs, même s'il y a beaucoup de littérature, eh bien, il y a encore des choses qui restent mystérieuses, puisque techniquement, on n'a pas encore à la fois au niveau du calcul, donc les capacités de calcul pour pouvoir simuler tout entièrement, et expérimentalement les résolutions temporelles et spectrales pour pouvoir observer tous les détails de la réaction photochimique qui est mise en jeu.
Mais donc, ce sont des systèmes où on connaît très bien que, ils absorbent très fortement dans l'ultraviolet. Et lorsque on irradie ces iodoalcanes avec de l'ultraviolet, on va faire une transition de type on va promouvoir un électron vers une orbitale sigma étoile, donc une orbitale sigma non liante. Et donc ça va conduire à la dissociation de la liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'iode. Donc on sait que ces molécules, elles se photodissocient très bien dans l'ultraviolet. Euh, il y a énormément de littérature sur ces molécules. Et ce qui a été observé, évidemment, avant qui est la spectroscopie résolue en temps, c'est qu'en fait, eh bien, on peut, lorsqu'on a la photodissociation d'un iodoalcane, on va former donc un radical alkyle et puis un atome d'iode. Et l'atome d'iode, il peut se trouver dans deux états spin-orbites différents. Et en fait, le rapport entre l'atome d'iode dans l'état fondamental ou dans l'état spin-orbite excité, eh bien, en fait, il est différent selon l'iodoalcane qu'on considère. Même si leur spectre d'absorption dans l'ultraviolet, ils sont tous très similaires, eh bien, on se rend compte que le rapport entre l'atome d'iode dans l'état fondamental ou dans l'état spin-orbite excité varie fortement d'une molécule à l'autre, comme on l'a représenté ici. Et donc, ce qui est assez bien connu désormais, c'est que la production de l'atome d'iode dans l'état fondamental est due à l'existence d'une intersection conique entre deux états électroniques d'iodoalcane et qui conduit donc à la formation, à la photodissociation vers deux états électroniques différents de l'iode. D'un point de vue technique, euh, c'est aussi très bien pour développer des nouvelles techniques expérimentales parce que, comme j'ai dit, ça absorbe très fortement dans l'ultraviolet, donc ça donne un signal qui est un signal très intense. Ce sont des molécules qui sont des liquides à température ambiante avec une pression de vapeur saturante assez élevée. Donc, c'est parfaitement adapté à la spectroscopie en phase gazeuse. Donc, il y a aussi des avantages techniques au choix de ces systèmes. Et en allant encore plus loin sur le choix des systèmes, comme on peut voir sur la figure B que vous êtes en train d'afficher, on remarque que votre étude a été centrée sur le choix de l'étude de l'augmentation de la substitution de la molécule qu'au début était un méthyle, en ajoutant des groupes méthyl autour de celui qui était au centre. Mais on peut se poser la question aussi s'il y a des justifications pour le choix d'augmenter la substitution plutôt que d'étudier par exemple un allongement de la chaîne du iodoalcane. Alors, effectivement, donc là, ces systèmes, ils ont été choisis en particulier parce que on peut voir ici que le 2-iodo-2-méthylpropane ou l'iodure de tertiobutyle va présenter un rapport entre la production d'iode dans l'état fondamental versus l'iode dans l'état spin-orbite excité extrêmement élevé. Donc, ce qui indique en fait que il y a énormément pardon. Lorsqu'on excite la molécule, en fait, on va l'exciter vers cet état ici en bleu, qui est le triplet Q0. Alors, désolé pour la notation spectroscopique, qui est la notation historique. Mais donc, on excite vers l'état qui est ici en bleu. Alors, vous voyez que la production de diode dans son état fondamental c'est plutôt la limite de dissociation de l'état singulier Q1. Donc, le fait qu'on produise énormément de diode dans l'état fondamental et très peu de diode dans l'état spin-orbite excité, ça veut dire qu'il y a une très forte population qui va changer d'état électronique ici au niveau de l'intersection conique. Donc ça, c'était un cas qu'on souhaitait étudier puisque ça représente un cas où on a quasiment toute la population du paquet d'ondes qui va changer d'état électronique. Et ensuite, on a voulu le comparer avec la molécule, donc on n'a pas la substitution du méthyle, donc juste le 2-iodopropane.
Tout simplement, l'absence de méthyle fait que là, on a plutôt une proportion, c'est plutôt 2 pour 1, donc beaucoup plus de population qui va rester sur l'état initial et qui ne va pas transférer vers l'état singulet Q1. Donc la comparaison de ces deux molécules permettait d'observer deux cas extrêmes, alors que si on regarde entre le méthyle et l'éthyle, par exemple, on a assez peu de différence. Alors, si on regarde aussi la molécule, on peut voir que en fait, le groupe de symétrie des molécules, si on décide d'allonger la chaîne, par exemple, de faire regarder l'éthyle, le propyle, le butyl, etc., eh bien, c'est pas la même chose que si on a le 2-iodopropane ou bien le 2-iodo de méthylpropane. Le groupe de symétrie va être différent et donc les modes de vibration de la molécule vont être différents. Parce que voilà, faut bien garder en tête que ici on a une coupe des surfaces de potentiel le long de l'élongation de la liaison carbone-iode, mais dans ces molécules, les surfaces de potentiel, ce sont des surfaces qui ont 3n-6 dimensions, et donc évidemment les autres coordonnées vont jouer un rôle important. Alors après, il se trouve que plus tard, quand j'étais partie de Berkeley, mais la thèse de l'étudiante n'était pas encore terminée. Donc, elle a étudié l'effet de l'élongation de la chaîne. Donc, il y a un autre article qui a été publié, vous voyez, en 2022, donc un petit peu après, où les autres d'autres iodoalcanes ont été utilisés. Donc, je vous invite à aller regarder cet article si vous êtes intéressé par l'effet de l'allongement de la longueur de la chaîne. Ok, très intéressant. Très bien, merci beaucoup. Euh, Est-ce que du coup, vous pourrez nous expliquer comment interpréter les spectres justement et qui permettent de conclure sur le comportement des molécules que- étudiées là que vous venez donc de nous présenter? Oui, alors, hop, on va revenir ici sur ce schéma, sur le principe de l'expérience. Donc, ce qui se passe, c'est que on a la première impulsion, l'impulsion de pompe, donc, qui se trouve dans le domaine ultraviolet, dont le spectre est ici. Donc, vous voyez qu'on est là en pointillé, on a le spectre d'absorption des deux molécules. Donc, là, on est vraiment à un endroit où les molécules vont fortement absorber le rayonnement. Donc ça permet de faire une transition entre l'état électronique fondamental de la molécule qui est représenté en noir vers l'état triplet Q0 qui est représenté ici en bleu. Ensuite, ce qui va se passer avec l'impulsion de sonde, donc qui est ici l'impulsion XUV, qui est un spectre, vous voyez, qui est un spectre très large, entre en dessous 45 électronvolts jusqu'à au-dessus de 70 électronvolts. Donc, on va faire des transitions qui mettent en jeu les électrons de cœur de l'atome d'iode. Donc, typiquement, ici, ce qu'on va faire, c'est des transitions qui mettent en jeu les électrons 4D et une transition vers une orbitale vacante 5p de l'iode. Et il se trouve que lorsque la molécule est intacte, on n'a pas eu la photodissociation, eh bien, ces états électroniques finaux, ça va être plutôt des états électroniques qui auront un caractère moléculaire. Alors que lorsque la molécule est photodissociée, donc par exemple ici, on va faire plutôt des transitions dans l'atome d'iode ou bien dans l'atome d'iode excité spin-orbite. Donc là, on a des vraies transitions entre des électrons 4D de l'iode qu'on promeut vers une orbitale 5p vacante. Ici, c'est pas une vraie orbitale 5p puisqu'on est plutôt dans la molécule, mais c'est quand même les électrons 4D de l'iode qui sont mis en jeu. Et puis dans la région au milieu, eh bien, on va avoir donc on comprend bien ce qui se passe au début, on comprend bien ce qui se passe à la fin lorsque la molécule est photodissociée, et puis on va avoir une évolution au milieu des transitions qui sont observées. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la spectroscopie XUV, c'était très sensible à la fois à la structure et à l'état électronique des molécules. Pour illustrer ça, je vous ai mis ici le spectre d'absorption. Alors simplement, voilà, vraiment
comme en TP, vraiment, on remplit la cuve de gaz ici de d'iodure de tertiobutyle et juste on envoie le rayonnement XUV sans pompe, juste le rayonnement XUV, on mesure le spectre d'absorption. Donc, on, là, ce qui est tracé, c'est je mets la cellule dans le faisceau, il y a la molécule absorbe, ensuite j'enlève la cellule du faisceau, et là j'ai le spectre de référence, si vous voulez, le I0. Et je fais le log du rapport des deux, et j'obtiens un spectre d'absorbance. Donc comme en TP, mais dans l'XUV. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que ici, le spectre d'absorption dans l'XUV de la molécule, vous voyez qu'on va avoir des transitions qui vont se trouver autour de 50, 52, 54 électronvolts. Alors que si on mesure le spectre d'absorption de l'atome diode tout seul, eh bien l'atome diode, lui, il va absorber plutôt autour de 46, 47 électronvolts. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même... on a les bandes qui ne sont pas du tout positionnées au même endroit. On a un écart de 3 à 4 électronvolts entre le spectre d'absorption de l'iode atomique et le spectre d'absorption, donc les transitions mettant en jeu les électrons 4D de l'iode dans la molécule. Donc ça veut dire que, en fait, quand on est... non, pardon, c'est la molécule pas excitée. Donc quand la molécule est photodissociée, on va plutôt avoir un spectre qui va ressembler à ça. Quand la molécule est excitée, on va avoir apparition de nouvelles bandes qui vont être à plus basse énergie ici. On prend un électron de la HO, on le met dans l'orbitale sigma étoile. Donc dans la molécule excitée, on a une configuration électronique 5p-1. Donc dans la molécule, quand on va faire la transition de sonde, on va pouvoir faire une transition de la 4D vers 5p, puisque on a 5p-1. Et donc ça va faire apparaître des nouvelles bandes d'absorption qui vont être à plus basse énergie que cette transition-là, qui est la transition 4D vers sigma étoile, qui est la BV. Donc, lorsque on fait l'expérience, je vous ai remis ici le diagramme, et donc, et ici, ce sont les résultats expérimentaux pour cette molécule-ci, donc le 2-iodopropane. Donc, ce qu'on mesure, c'est ce qui est tracé ici, en fait. C'est donc on fixe un retard entre la pompe et la sonde. On envoie l'impulsion de pompe, on envoie l'impulsion de sonde un certain délai, donc c'est ça qui est tracé sur l'axe des Y, certain délai après l'impulsion de pompe, et on mesure le spectre qui est sur la caméra. Juste après, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque l'impulsion de pompe et on mesure le spectre de la molécule pas excitée. Ensuite, on change le délai. Pareil, on mesure le spectre de la molécule qui a été excitée par la pompe. On bloque la pompe, on mesure le spectre I0, si vous voulez. Et ici, ce qui est tracé, donc c'est le logarithme du spectre mesuré sur la caméra avec la pompe, divisé par le spectre quand on a bloqué la pompe, pour chaque retard pompe-son. Vous avez ici l'échelle de couleur. Donc quand c'est violet, c'est qu'on n'a rien. Avant 0, vous voyez qu'on n'a rien parce que la molécule n'est pas excitée. Donc on mesure la même chose qu'on ait la pompe ou pardon. La pompe arrive après la sonde. Donc la sonde arrive d'abord, l'XUV, on mesure le spectre d'absorption de la molécule et la pompe elle arrive après. Donc on a la molécule pas excitée. Quand on fait le rapport des deux, on prend le log, eh bien on a rien. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que on voit dans ce domaine d'énergie, donc vous voyez, on est en dessous 48 TeV. On est en dessous 48 TeV, donc on est là. En dessous 48 TeV, on a l'apparition de nouvelles bandes d'absorption. Donc tout ce qui est en vert ou en rouge, ce sont des bandes d'absorption qui apparaissent. Ce qu'on observe, c'est différentes choses. Donc on a différentes bandes qui apparaissent à différentes énergies. Elles apparaissent pas
pas aux mêmes énergies, pas en même temps. Et puis, il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouvelles bandes d'absorption? Il y en a qui sont très faciles à reconnaître. C'est celle-ci à 46 électronvolts et celle-ci à 46,7 électronvolts. Pourquoi elles sont très faciles à reconnaître? Puisque on reconnaît que c'est les bandes d'absorption de l'atome diode et de l'atome diode dans son état spin-orbite excité. Donc ça veut dire que ces bandes qui apparaissent, ça correspond à l'absorption de l'atome diode. Donc c'est quand le paquet d'ondes est dans cette région-là des courbes de potentiel. Ce qu'on peut voir, c'est si on regarde par exemple cette bande autour de 46 électronvolts, c'est qu'au début elle est peu intense et puis son intensité augmente petit à petit jusqu'à saturer au bout d'une centaine de femtosecondes. Donc ça, c'est avec ce signal, on peut mesurer le temps que met la molécule à se photodissocier, à passer de la molécule de 2-iodopropane à radical propane plus un atome d'iode. Ce qu'on observe et ce qui a été observé dans cette étude, c'est ces deux nouveaux pics d'absorption qui sont là de manière transitoire. Alors, on peut regarder d'abord celui-ci autour de 47 électronvolts. Ce qu'on remarque, c'est que ce pic d'absorption, il est là dès le début, donc dès au moment où on a la sonde qui arrive en même temps ou quasiment en même temps que la pompe. Donc, c'est le signal d'un état qui est là vraiment au début. Et ensuite, on voit que son intensité diminue et puis que en fait, cette bande d'absorption, elle a l'air de shifter ici vers les basses énergies et de se transformer petit à petit en la bande d'absorption caractéristique de la transition pour l'iode dans son état spin-orbite excité. Donc c'est pour ça qu'on a attribué cette bande d'absorption à en fait l'absorption caractéristique de la molécule quand elle est dans l'état triplet Q0, donc quand le paquet d'ondes est sur la surface de potentiel ici en bleu. Et on observe un petit changement en énergie qui est dû. Ces courbes-là, c'est aussi des courbes de potentiel, donc elles ne sont pas plates, évidemment. Mais on a la différence d'énergie qui évolue parce qu'on a l'évolution sur cette courbe dissociative. Cette courbe-là est aussi dissociative. Et donc, on a un changement de l'énergie de cette bande d'absorption lorsque le paquet d'ondes passe d'ici à là. Et ce qui a été observé également de très intéressant, c'est cette nouvelle bande d'absorption qui est autour de 45,5 électronvolts. Alors celle-ci, vous pouvez voir qu'elle n'est pas là dès le début, en fait. En fait, elle arrive à peu près 25 femtosecondes plus tard que celle-là. Et ensuite, elle disparaît à peu près au même moment qu'on a l'apparition de cette bande d'absorption caractéristique de l'atome d'iode dans son état fondamental. Et donc, c'est pour ça qu'on a attribué cette. Alors, c'est pas que pour ça, mais on s'est aussi appuyé sur des simulations, puisque pour ce type d'études, c'est extrêmement important de travailler en collaboration avec des collègues qui savent faire des simulations. Mais si on s'appuie uniquement sur l'expérience, mais on peut voir qu'on a d'abord l'apparition de cette bande, puis elle décroît, un peu en même temps que celle-ci croît, et ensuite celle-ci décroît, et on a formation de la bande d'absorption de l'atome d'iode dans son état fondamental. Donc c'est pour ça qu'on a attribué cette bande d'absorption à l'absorption lorsque le paquet d'ondes est sur la courbe correspondant à l'état singulier Q1, donc qui est peuplé lorsque la molécule passe à travers l'intersection conique, pardon, le paquet d'ondes passe à travers l'intersection conique vers l'état singulier Q1. Puis ensuite, la molécule se photodissocie en un radical propyle et un atome d'iode dans son état fondamental. Donc ce sont ces deux bandes d'absorption transitoire et leur comportement en énergie en fonction du retard pompe-sonde qui sont caractéristiques de ce qui se passe dans la molécule à cet endroit-là des surfaces de potentiel.
Et donc, comme j'ai dit, évidemment, si on regarde, donc ça c'est la figure 2 en entier. Là, ce qu'on vient de discuter, c'est juste le petit panel C. Donc, ce qui a été très important, ça a été également de comparer avec des simulations qui ont également été réalisées à Berkeley, dans un autre groupe de théorie, et où les simulations prédisent les énergies et les temps caractéristiques, les temps caractéristiques et les énergies qui sont données par les simulations sont en excellent accord avec ce qui est mesuré expérimentalement, donc ce qui nous conforte dans notre attribution des bandes observées. Et ici, sur le panel de tout en haut, ça correspond simplement à des coupes de cette figure-là à des instants différents. Donc avec les instants plus proches de zéro en gris, et à mesure que le temps augmente, ça devient de plus en plus bleu foncé ici ou orange foncé ici. Et la différence entre ici à gauche, c'est pour le 2-iodopropane et à droite, le 2-iodo-2-méthylpropane. Donc, c'est pour comparer les deux systèmes. À nouveau, madame, merci de vos explications. Et là, allons plutôt vers la fin de cette interview. On voudrait savoir s'il y a des perspectives d'amélioration au niveau résolution, intensité des spectres, comme vous avez mentionné à quelques points sur l'article, par rapport aux limites qui avaient été rencontrées durant l'étude. Alors, effectivement, alors un premier point, c'est que, comme j'ai mentionné, en fait, dans cette étude, ce qui va limiter la résolution temporelle, c'est la durée de l'impulsion de pompe. Donc là, vous voyez, l'impulsion de pompe, elle faisait 50 femtosecondes, donc c'est elle qui est beaucoup plus longue que l'impulsion de sonde. Donc si on veut une meilleure résolution temporelle, il faut une impulsion de pompe beaucoup plus courte. Alors, ça a été réalisé une fois que je suis partie de Berkeley. Et en fait, dans cet article publié 2 ans plus tard, ils utilisent une impulsion de pompe qui fait 20 femtosecondes. Donc, vous pourrez aller comparer. Il y a également le 2-iodo-méthylpropane et le 2-iodopropane et le 2-iodo-2-méthylpropane qui sont aussi étudiés dans cet article avec une résolution temporelle qui est du coup 2 fois et demi meilleure. Et on obtient des détails encore plus fins sur le passage dans l'intersection conique. Après, ce qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple, donc ici, on est en train de faire la spectroscopie d'absorption pour l'iode. Mais on pourrait imaginer regarder ce qui se passe au niveau du carbone. Alors, le spectre d'absorption XUV pour le carbone, c'est pas autour de 50 électronvolts, c'est plutôt autour de 280-290 électronvolts. Donc, on pourrait imaginer d'aller faire des expériences complémentaires. Il faudrait du coup des sources XUV qui aillent jusqu'à 290 électronvolts. Donc ça, c'est un autre challenge expérimental. Et donc là, on pourrait avoir une information complémentaire qui serait la spectroscopie ici au niveau du carbone. En particulier, ce que pourrait nous apporter la spectroscopie du carbone, c'est que comme le carbone, il est aussi sur le radical à la fin. Donc, et je vous ai dit tout à l'heure que la spectroscopie XUV, c'est aussi sensible à la structure de la molécule. Donc, on pourrait voir par exemple les modes vibrationnels du radical, etc., après la photodissociation. Ce qui n'est pas possible de regarder sur l'atome d'iode. Donc ça nous apporterait des informations qui sont complémentaires. Au niveau de la résolution spectrale, donc si on reste dans ce domaine d'énergie, en fait, la résolution spectrale, quelque chose que j'ai pas dit sur la spectroscopie d'absorption transitoire XUV et qui est vraiment fondamentale, c'est que dans ce type de spectroscopie, la résolution temporelle et la résolution spectrale, elles sont complètement décorrélées. Parce que la résolution temporelle, elle est donnée par la durée des impulsions de pompe et de sonde, alors que la résolution spectrale, elle est donnée par le pas du réseau et la capacité de résolution du réseau. Donc, si on veut une meilleure résolution spectrale, eh bien, il faut utiliser un réseau. Il suffit d'utiliser un réseau plus résolvant et on aura une meilleure résolution spectrale. Alors évidemment, on va perdre un petit peu en flux de photons parce qu'un réseau qui est plus résolvant, généralement, transmet moins, enfin, réfléchit moins
la lumière, mais on peut avoir à la fois une très bonne résolution spectrale et une très bonne résolution temporelle. Ce qui n'est pas le cas si on fait un autre type de spectroscopie, par exemple si on fait de la spectroscopie de photoionisation. Si on photoionise la même molécule avec ce spectre-là, eh ben on va avoir un spectre de photoélectrons qui va avoir aussi cette tête-là. Donc on peut pas avoir à la fois une excellente résolution spectrale et temporelle si on fait de la spectroscopie de photoélectrons, alors qu'en spectroscopie d'absorption transitoire, la résolution spectrale est donnée uniquement par le réseau. Ok, très intéressant et aussi très promettant niveau futur pour ce type d'études. Et finalement, pour sortir un petit peu de tension, un petit peu relaxer l'interview pour nos spectateurs, on aimerait bien savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette étude qui n'ont pas été peut-être montrées sur l'article. Alors, effectivement, ce sont des expériences qui sont extrêmement difficiles à faire, puisque, alors, faut imaginer, en fait, là, sur le schéma, ça a l'air tout petit et tout compact, mais en fait, ça prend une pièce entière de faire cette expérience. On a le laser à un endroit, on sépare l'impulsion laser en deux impulsions. Le laser, au départ, il est à 800 nanomètres. Et donc, il faut d'une part le convertir dans l'ultraviolet avec une impulsion extrêmement courte. Donc, on a une partie de l'interféromètre qui sert à ça. D'autre part, on a la production d'impulsions attosecondes XUV par génération d'harmoniques d'ordre élevé. Donc là, on a plusieurs processus d'optique non linéaire qui sont mis en place, où ça prend en fait des mètres et des mètres de propagation du faisceau pour mettre le faisceau en place. Ensuite, tout ça, ça rentre dans des enceintes qui sont sous vide. Donc, il faut bien imaginer que contrôler un faisceau laser quand on est à l'air, bon, bah voilà, on a les miroirs, on peut bouger les miroirs, etc. Une fois qu'il est sous vide, soit vous êtes très riche, tous vos miroirs sous vide sont motorisés, soit si on veut changer quelque chose, eh ben, il faut éteindre toutes les pompes, remettre toutes les enceintes à pression atmosphérique, changer ce qu'on veut, puis remettre à pomper, et puis voir si ce qu'on a changé a amélioré les choses ou pas. Donc voilà, une fois que tout le contrôle de ce qui se passe sous vide, c'est extrêmement compliqué. Et en particulier, une difficulté quand on travaille avec ce type d'échantillon, donc je vous ai dit, la photodissociation, ça va produire un radical propyle ou un radical tertiobutyle et un atome d'iode. Et les radicaux, ben, ça peut polymériser, par exemple. Et donc, ça peut, par exemple, polymériser sur les petits trous de la cellule de gaz à travers lesquels le laser est censé passer. Et donc ça peut faire, par exemple, voilà, on est en train de prendre des données, l'expérience suit son cours, ça fait 1 heure, 2 heures, etc. À un moment, on observe qu'il y a de moins en moins de signal sur la caméra. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que on a de la polymérisation qui est en train de boucher petit à petit les trous de la cellule, et donc le laser ne peut plus passer. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, comme tout est sous vide, eh bien la seule solution, c'est de arrêter l'expérience, remettre tout à pression atmosphérique, nettoyer la cellule et puis recommencer. Donc voilà, c'est une difficulté qui est pas écrite dans l'article, mais qui a posé pas mal de problèmes. Voilà, il y a eu d'autres choses, mais c'était une expérience qui a mis il y a eu plusieurs années de, de développement avant de réussir à la faire. Alors, heureusement ou malheureusement, les thèses aux États-Unis, c'est plutôt entre 5 et 6 ans que 3 ans comme en France. Mais il y a eu plusieurs années de développement de l'expérience avant de pouvoir la réaliser. Très bien, merci beaucoup pour cette anecdote. Et je tenais également enfin, on tenait également à vous remercier d'avoir accepté donc cette interview. On tenait à remercier également la maître de conférence, Madame Federica Agostini, donc qui nous a encadré lors de cette interview. Et on voulait aussi remercier Christian Mani, qui a coécrit donc les questions de cette interview et qui a réalisé le montage de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.